Chaque neurone a une tension qui peut changer lorsque les ions circulent à l'intérieur ou en dehors de la cellule. Une fois qu'une tension de neurone a atteint un certain niveau, elle déclenchera un signal électrique vers d'autres cellules qui répètent le processus. Lorsque plusieurs neurones se déclenchent en même temps, nous pouvons mesurer ces changements dans la forme de l'onde. Les ondes cérébrales sous-tendent presque tout ce qui se passe dans nos esprits, y compris l'attention, la mémoire et même l'intelligence. Comme elles oscillent sur des fréquences différentes, elles sont classées dans des groupes comme alpha, bêta et gamma. Chacune est associée à une tâche différente. Les ondes cérébrales permettent aux méninges d'accorder la fréquence correspondante à leur tâche particulière, tout en ignorant les signaux non pertinents. Ce processus est semblable à une radio captant différentes ondes pour recevoir des stations de radio. Le transfert d'informations entre les neurones devient optimal lorsque les activités sont synchronisées. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'expérience de dissonance cognitive, la frustration causée par le fait d'avoir simultanément des idées contradictoires. La volonté est simplement le rouage pour réduire la dissonance entre chacun de nos circuits neuronaux. L'évolution peut être considérée comme un processus similaire, où la nature tente d'adapter ou de raisonner avec son environnement. Ce faisant, l'homme évolue au point où il devient conscient de soi et commence à méditer sur sa propre existence. Quand une personne est confrontée à un paradoxe ou un objectif, tout en pensant que l'existence humaine est vide de sens, une dissonance cognitive se produit. Tout au long de l'histoire, cela a conduit beaucoup de personnes à prendre une posture spirituelle ou religieuse pour tenter d'expliquer le fonctionnement de notre conscience, car la science a omis de donner des réponses à des questions existentielles, telles que pourquoi et comment suis-je moi ? L'hémisphère cérébral gauche est largement responsable de la création d'un système cohérent de croyances, afin de maintenir une certaine continuité dans nos vies. De nouvelles expériences sont pliées dans le système de croyances préexistantes. Lorsqu'elles ne correspondent pas, elles sont tout simplement refusées. Contrebalançant cela, c'est l'hémisphère cérébral droit qui a la tendance opposée. Alors que l'hémisphère gauche tente de préserver le modèle, l'hémisphère droit remet constamment en question le statu quo. Lorsque les anomalies discordantes deviennent trop grandes, l'hémisphère droit force une révision dans notre vision du monde. Cependant, quand nos croyances sont trop fortes, l'hémisphère droit peut ne pas réussir à dominer notre refus. Cela peut créer une confusion profonde quand il reflète les autres. Lorsque les connexions neuronales qui définissent physiquement notre système de croyances ne sont pas fortement développées ou actives, alors que notre conscience, qui est l'unité de tous les circuits séparés et actifs à ce moment, peuvent se séparer principalement de l'activité de nos neurones miroirs. Tout comme lorsque nous expérimentons la faim, notre conscience se compose principalement d'autres interactions neuronales pour consommer des aliments. Ce n'est pas le résultat d'un certain noyau de soi, donnant des commandes vers différentes zones cérébrales. Toutes les différentes parties du cerveau deviennent actives et inactives et interagissent sans ce noyau. Tout comme les pixels sur un écran peuvent s'exprimer comme une image reconnaissable, la convergence des interactions neuronales s'exprime comme une conscience. À chaque instant, nous sommes en effet une image différente, une entité différente. Lors de la mise en miroir, quand j'ai faim, quand je regarde cette vidéo, chaque seconde, nous devenons des personnes différentes, car nous passons par des états différents. Lorsque nous utilisons nos neurones miroirs pour nous regarder nous-mêmes, nous pouvons construire l'idée d'identité. Mais si nous le faisons avec notre compréhension scientifique, nous voyons quelque chose de complètement différent.
La synergie de neurones qui produisent notre conscience oscillante vont bien au-delà de nos propres neurones. Nous sommes également le résultat des hémisphères cérébraux interagissant par voie électrochimique, car nous sommes des sens reliant nos neurones à d'autres neurones dans notre environnement. Rien n'est externe, ce n'est pas une philosophie hypothétique, c'est la propriété de base du neurone miroir qui nous permet de nous comprendre à travers les autres. Voir cette activité neuronale comme la vôtre, tout en excluant l'environnement, serait une idée fausse. Nos caractéristiques en tant que super-organismes se retrouvent également dans l'évolution, où notre survie en tant que primates s'est appuyée sur nos capacités collectives. Au fil du temps, les régions néocorticales ont évolué pour permettre la modulation des instincts primitifs et la neutralisation des impulsions hédonistes au profit du groupe. Nos gènes égoïstes sont venus pour promouvoir des comportements sociaux réciproques dans les structures des super-organismes, rejetant ainsi la notion de survie du plus fort. L'activité neuronale du cerveau résonne de manière plus cohérente lorsqu'il n'y a aucune dissonance entre ces nouvelles régions cérébrales avancées et les plus anciennes, plus primitives. Ce qu'on appelle traditionnellement tendance égoïste est seulement une interprétation étroite du comportement égoïste, dans lequel les caractéristiques humaines sont perçues à travers le paradigme imparfait de l'identité, plutôt que par un point de vue scientifique sur ce que nous sommes, c'est-à-dire une expression momentanée d'une unité en constante évolution et sans centre. Les conséquences psychologiques de ceci, comme un système de croyances objectives, permettent une conscience de soi sans lien au soi imaginaire, provoquant une augmentation spectaculaire dans la clarté mentale, la conscience sociale, l'autorégulation et ce qui est souvent décrit comme être dans l'instant. La croyance culturelle a surtout eu besoin d'un récit, d'une vue diachronique sur notre vie, d'établir des valeurs morales, mais avec notre compréhension actuelle de la nature empathique et sociale du cerveau, nous connaissons maintenant ce point de vue scientifique, sans attachement à notre identité ou histoire. Cela donne un paradigme beaucoup plus précis, valable et plus éthique que nos valeurs anecdotiques. C'est logique, puisque notre tendance traditionnelle à nous définir en tant que constante, individualiste, imaginaire, neuralement connecté, conçoit le cerveau vers des processus cognitifs dysfonctionnels, comme un compulsif étiquetage où le psychologique a besoin d'imposer des attentes. La pratique d'étiquetage sous-tend toutes les formes d'interaction dans notre vie quotidienne, mais en marquant psychologiquement soi comme interne et l'environnement externe, nous contraignons notre propre processus neurochimique et éprouvons une déconnexion trompée. La croissance a ses effets secondaires évolutifs, tels que le bonheur et l'accomplissement, sont stimulés quand nous ne sommes pas étiquetés dans nos interactions. Nous pouvons avoir plusieurs vues différentes et en désaccord avec l'autre, en termes pratiques. Mais les interactions qui nous acceptent néanmoins pour ce que nous sommes, sans jugement, sont des catalyseurs neuropsychologiques qui joignent le cerveau humain à reconnaître les autres et accepter rationnellement des systèmes de croyances vérifiés sans dissonance. Stimuler ce type d'activité neurale et d'interaction diminue le besoin de distraction ou de divertissement et crée des cycles de comportement constructifs dans notre environnement. Les sociologues ont établi que des phénomènes tels que l'obésité et le tabagisme, les émotions et les idées se propagent et ondulent par l'intermédiaire de la société de la même façon que les signaux électriques des neurones sont transférés lorsque leurs activités sont synchronisées. Nous sommes un réseau mondial de réactions neurochimiques
et le cycle auto-amplificateur de l'acceptation et de la reconnaissance sont subis par les choix de tous les jours dans nos interactions. C'est la réaction en chaîne qui définit en dernier notre capacité collective à surmonter les divergences imaginaires et regarder la vie dans le grand ordre des choses.